Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, François Hollande en mission pour l'avenir de la planète. Le président français est parvenu à arracher un accord. Pékin, premier pollueur mondial, s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce suffisant pour garantir un pacte majeur le mois prochain à la grande conférence sur le climat à Paris? Peut-on aussi faire confiance à la détermination des autorités chinoises? Les détails dans un instant. Et puis frilosité à la Bourse de Paris qui ne réussit pas ces jours-ci aux jeunes pousses technologiques. Après 10 heures, Auberture renonce à son introduction. Les conditions sont-elles si défavorables? Certaines sociétés, vous le verrez, croient tout de même en leur chance. Éric Lehouilh nous en dira plus dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Avant cela, l'essentiel de l'actu éco. Avec la Grèce pour commencer, on l'aurait presque oublié. Et la visite aujourd'hui à Athènes du commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici, qui a pris note de progrès accomplis par le gouvernement de Tsipras en matière de réforme. 3 ou 4 problèmes, dit-il, restent à régler dans les discussions avec Bruxelles. On pense notamment au traitement des créances douteuses des banques. Commission, BCE et FMI devront bientôt se prononcer sur la mise en œuvre de ces réformes pour permettre le déblocage d'une enveloppe de 3 milliards d'euros sur les 20 sites que compte la première tranche d'aide en faveur d'Athènes. Des progrès ont été réalisés sur le respect des engagements pris en août. Beaucoup de travail a été fait dans la préparation de l'ensemble des étapes. Le travail est toujours en cours et les mesures proposées par les autorités vont dans la bonne direction. Mais nous sommes tous conscients que de nouvelles mesures doivent être adoptées bientôt pour achever le premier examen. On rappelle que le plan de sauvetage en faveur de la Grèce s'élève au total à 86 milliards d'euros. Jusqu'où ira le scandale Volkswagen? On peut se le demander puisque chaque jour apporte ses nouvelles surprises. On parle maintenant d'une fraude au CO2. Le groupe a admis que les indications sur le niveau des émissions étaient trop basses par rapport à la réalité. 800 000 véhicules seraient concernés, dont cette fois des modèles essence. Et sur les marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, les risques financiers de ces irrégularités sont évalués à environ 2 milliards d'euros qui s'ajoutent aux quelques 6,7 milliards déjà provisionnés pour faire face à l'affaire des tests anti-pollution truqués. Côté marché, nouvelle correction évidemment en bourse, moins 8% pour le titre du constructeur allemand. Et c'est dans ce climat qu'avait lieu hier à Berlin la journée annuelle de l'industrie en présence d'Angela Merkel et de Sigmar Gabriel, vous le voyez, le ministre de l'économie qui a annoncé une prévision de croissance de 1,7% pour cette année, 1,8% l'an prochain pour la première économie d'Europe. Il en a profité pour rappeler que l'industrie devait rester l'un des atouts du modèle allemand. Il est clair que notre économie peut et veut accomplir beaucoup de choses pour mener l'Europe, pour investir en Europe. Nous sommes les gagnants de l'Union européenne, mais cela implique que notre pays conserve sa force industrielle intacte. Voilà l'exigence centrale. Cap sur l'Asie, la Chine vient de fixer ses objectifs de croissance pour les 5 prochaines années, le fameux plan quinquennal, 6,5% en moyenne, a annoncé le président Xi Jinping à l'issue du comité central du Parti communiste. Un rythme certes en nette baisse au regard des 20 dernières années, mais encore élevé pour la deuxième économie mondiale. Les experts estiment que pour atteindre ce chiffre, la consommation intérieure devra prendre le relais des exportations qui s'essoufflent ces derniers mois. La consommation stimule la croissance économique, qui en retour contribue à améliorer le revenu des gens. C'est donc un cycle vertueux qui apporte croissance et hausse des moyens de subsistance. Un mot au Japon de la plus grosse entrée en bourse de l'année au niveau mondial. C'est celle de la Poste japonaise et c'est une vraie réussite. Plus 25% à la clôture pour l'entité mère Japan Post Holdings, plus 15% pour la Japan Post Bank et enfin plus 55% pour l'action de la Japan Post Insurance. La valeur d'introduction des 3 entités placées chacune à hauteur de 10% dépasse les 10 milliards d'euros. Le montant de l'action au moment de l'introduction en bourse dépasse ce que nous avions espéré. Nous sommes passés d'une entreprise entièrement étatique à une société privée avec des actionnaires. Je suis certain que cela stimulera l'économie japonaise. L'Afrique et le défi de son électrification étaient en vedette hier à Paris à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre Jean-Louis Borloo veut faciliter l'accès au courant pour les quelques 600 millions d'Africains qui en sont toujours dépourvus. Il entend faire aboutir son projet de fonds international dédié, 5 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Et devant les députés français, c'est le président du Parlement panafricain qui est venu expliquer les enjeux de ce plan. L'Afrique à 100% électrifiée connaîtra une croissance à 2 chiffres. Une croissance soutenue et endogène pendant 20 ans. Oui,
Cette croissance est le relais évident de votre croissance, de la croissance européenne. Et puis au Moyen-Orient, Israël dénonce le projet européen d'étiqueter les produits en provenance des territoires. Pour la vice-ministre des Affaires étrangères, cela revient à un boycott de facto. Tzipi Hotovely qui visitait hier une usine située dans les territoires où travaillent de nombreux Palestiniens. Pour elle, ce projet de Bruxelles ne va pas nuire à l'économie israélienne, mais plutôt aux milliers de familles palestiniennes qui dépendent de ces emplois. Toute personne qui veut vraiment un Moyen-Orient calme, avec des chances pour la paix, doit encourager l'économie commune israélo-palestinienne. C'est la raison pour laquelle ce lieu est un symbole de notre capacité à coexister pacifiquement. Étiqueter, disons les choses clairement, c'est purement et simplement boycotter Israël, l'État d'Israël. Allez, les marchés financiers, que se passe-t-il du côté de la Bourse de Paris? Elle semble intimider les valeurs technologiques, puisqu'après 10 heures, on s'en souvient, il y a quelques jours, c'est Auberture, spécialiste des cartes à puce, numéro 2 mondial, et des logiciels de sécurité, qui renonce à son introduction en bourse. La direction invoque des conditions de marché défavorables. Auberture espérait jusqu'ici lever entre 500 et 600 millions d'euros. Bonjour Eric Lewin. Alors il y a quand même quelques IPO, et non des moindres, dans d'autres secteurs. Oui, les introductions en bourse continuent malgré un bilan mi-figue, mi-raisin. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait évoqué l'IPO raté de 10 heures. Il y a eu également Showroom Privé qui a fait des premiers pas en bourse un peu mitigés avec un cours en bas de fourchette et surtout une forte baisse par rapport à son premier cours coté. Et puis il y a là Amundi, le spécialiste de la gestion d'actifs, qui va venir en bourse. Ça sera d'ailleurs la plus importante levée de fonds de la Bourse de Paris, autour d'1,5 milliard d'euros, avec une valorisation autour de 8 milliards d'euros. Alors, bien entendu, ce n'est pas la société la plus importante. Il y a par exemple BlackRock aux États-Unis qui pèse quelques 58 milliards de dollars, ou encore en Grande-Bretagne Schroders qui pèse 11 milliards, mais en tout cas c'est une opération importante sur une société qui est rentable. Autant dire qu'il y a de fortes chances que l'opération soit un succès. En tout cas, Amundi, c'est vraiment l'introduction en bourse la plus importante en 2015 à la Bourse de Paris. Une opération sans augmentation de capital. Merci Eric Lewin. La conférence COP21 à Paris, ce sera à partir du 1er novembre. Un mois de débat entre les grands de la planète pour trouver un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un sommet peut-être sur les rails désormais depuis la visite en Chine de François Hollande, qui est parvenu à convaincre le premier pollueur mondial de s'engager sur le front du climat. L'objectif est d'éviter une répétition du scénario de Copenhague en 2009. Pékin avait alors mené le front du refus, mais cette fois les choses ont peut-être changé. On voit cela avec Jonas Citruc. C'était sa deuxième visite d'État en Chine depuis le début de son mandat. Cette fois, l'objectif de François Hollande était différent. Obtenir un accord avec Pékin pour limiter le réchauffement climatique. Mardi, alors que la fin de son déplacement approche, le président français réussit son défi. Les deux pays font une déclaration présidentielle commune. De quoi donner un élan aux négociations de la COP21, prévues à partir du 30 novembre à Paris. La déclaration conjointe de la Chine et de la France délivre le message que les deux pays travaillent ensemble pour améliorer le processus multilatéral sur le changement climatique afin de stimuler les prochaines négociations à Paris et faire de cette conférence un succès. La Chine, qui représente 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, devra à son tour convaincre les pays qui hésitent à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, et notamment l'Inde. Car le quatrième pollueur de la planète refuse toujours de faire des efforts contraignants sur l'environnement, par crainte de brimer sa croissance économique. Donc voilà ce que j'attends de la Chine, qu'elle puisse, à partir de la déclaration que nous avons publiée hier, faire comme nous un travail de dialogue, de conviction auprès d'un certain nombre de pays dont on sait qu'ils vont être déterminants lors de la conférence pour que l'accord puisse être trouvé. Si le président français se dit confiant, il sait que l'obtention d'un accord lors de la COP21 est loin d'être garantie. Certains points sont toujours flous, comme le montant de la contribution des pays développés, afin de soutenir les plus pauvres à opérer leur transition énergétique. Objectif, 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Mais il y a encore quelques points en suspens. Lesquels? D'abord, est-ce que l'on va mettre sur la table les financements qui sont attendus par les pays les plus pauvres? 100 milliards par an à partir de 2020. Et on en est où maintenant? On en est sûr à 65 milliards
on est encore loin du compte. Des promesses jusqu'à 20 milliards de plus, ça fait 85, on n'est pas encore à 100. Avant de quitter le pays, François Hollande s'est également adressé aux entrepreneurs. Il les a appelés à faire confiance à l'économie française, vantant les réformes économiques de son gouvernement. Aujourd'hui, plus de 200 entreprises chinoises emploient plus de 20 000 personnes dans l'Hexagone. Et Paris est le premier employeur européen en Chine. Et François Hollande qui a fait route ensuite vers la Corée du Sud. Beaucoup d'attentes en tout cas et surtout côté français pour cette grande conférence COP21. On accueille Laurent Pérez, bonjour. Bonjour David. Et Jérôme Germoun, bienvenue. Bonjour. Vous êtes les directeurs associés du cabinet de conseil et gestion de patrimoine Erez pour la branche Israël. Alors on l'a dit, nous sommes à moins d'un mois de la COP21. Le MEDEF s'y invite aussi et vient de publier un manifeste pour inciter les entreprises françaises à faire de la transition énergétique un axe de développement économique. Laurent Pérez, d'abord parlez-nous un petit peu de ce grand événement, donc la COP21, est-ce que les États et les multinationales y croient? Absolument. Il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience générale des États, des ONG, des entreprises, par la voix du MEDEF, comme vous venez de le dire David, pour prendre ce problème à bras-le-corps. Car effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Donc à savoir aujourd'hui, à l'issue du 11 décembre, donc l'issue de cette conférence, un accord international sur le réchauffement climatique doit être trouvé par ces États, et notamment le président Hollande était encore en Chine il n'y a pas très longtemps pour essayer justement de sensibiliser les grandes puissances mondiales sur ce sujet. Et d'après vous, quel peut être l'impact économique réel au final? Alors beaucoup de chiffres circulent par rapport à cet impact, notamment le Bureau international du travail a sorti un chiffre extrêmement intéressant. À l'horizon 2020, plus de 60 millions de créations d'emplois sont à la clé sur cette économie verte. A contrario, si rien n'est fait, on peut s'attendre à une contraction de notre PIB mondial de l'ordre de 20%. Donc il faut faire effectivement très attention à cet aspect-là pour les années à venir. Jérôme Germoun, je me tourne vers vous maintenant. Comment les fonds de gestion, comme le vôtre d'ailleurs, gestion de patrimoine, intègrent cette composante au prix de leur clientèle? Nous accompagnons nos clients depuis un certain temps sur la partie de leur gestion patrimoniale globale, c'est-à-dire financière ou immobilière. Mais cette composante ISR, donc ISR veut dire investissement socialement responsable, est un élément primordial dans la gestion. Aujourd'hui, les différents critères qui sont mis en avant, par exemple, sont aussi bien environnementaux que sociaux. Vous avez au niveau environnemental, tout le monde connaît la gestion des déchets, de l'énergie ou de l'eau. Sur la partie sociale, ce qu'on regarde tout particulièrement chez Erez, c'est le salaire minimum, le climat social et surtout un point très important, c'est l'âge minimum des salariés dans une entreprise pour éviter des drames d'enfants éventuels qui travailleraient dans des usines. Et ça pose un vrai problème. Et vous avez des exemples de fonds qui respectent ces critères? Est-ce que ça a un impact sur la performance aussi? Bien sûr. On a une sélection aujourd'hui chez Erez. Il y a peu d'impact en termes de performance, pour être tout à fait clair. Mais toute chose égale par ailleurs, si vous avez la même performance d'un fonds classique ou d'un fonds ISR, autant privilégier quelque chose qui a une orientation. Un bon écho auprès de la clientèle. Absolument. Tout à fait. Aujourd'hui est très favorable, très positif. Un client qui investit préfère clairement mettre aujourd'hui ses sous sur un investissement socialement responsable. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Merci. On passe tout de suite au Media Watch. Amazon à la une de la revue de presse, Amazon qui passe du virtuel au réel. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Alors ouverture de la première vraie librairie Amazon. Oui, ça sonne comme une plaisanterie et pourtant, après avoir révolutionné le marché du livre avec la vente d'ouvrages sur Internet, Amazon a ouvert une première boutique à Seattle aux États-Unis. Alors que peut-on y trouver? Principalement des livres, c'est pas étonnant pour une librairie. La particularité, c'est qu'ils sont sélectionnés en fonction des précommandes, mais aussi grâce aux notes attribuées par les lecteurs sur Amazon.com. En résumé, le géant de e-commerce se sert de son site internet pour concurrencer encore un peu plus les commerçants traditionnels. Notez également qu'Amazon profite de cette boutique pour vendre ses produits, notamment sa liseuse Kindle et sa tablette Fire. Donc, il y a toujours le choix papier ou numérique. Johanna, autre géant américain, c'est Apple. Alors la pomme, on sait, a beaucoup d'argent, mais continue quand même à emprunter. Aujourd'hui, la trésorerie d'Apple dépasse les 200 milliards de dollars. Mais en parallèle, sa dette augmente un petit peu plus. Chaque mois, en fait, le groupe emprunte de l'argent pour pouvoir payer ses actionnaires, pour pouvoir leur verser des dividendes. Pourquoi? Selon un article de Quartz, il y a deux raisons à cela. Premièrement, aux États-Unis, eh bien, les taux d'intérêt sont très bas, ce qui permet à Apple d'emprunter à faible coût. Et deuxièmement, les profits de la firme sont répartis un petit peu partout dans le monde du fait de son internationalisation. Et les rapatrier coûterait trop cher en termes de taxes, puisque selon la législation américaine, Apple devrait en reverser
versé 35%, donc environ 60 millions de dollars. Le calcul est vite fait. Et puis, Johanna, on en parlait hier, c'est l'aide des États-Unis au reste du monde. Alors, quand on regarde de près, l'argent versé n'est pas toujours forcément très bien utilisé. Oui, mardi, je vous le disais, en 2014, les États-Unis avaient versé 35 milliards de dollars d'aide à quelques 140 pays à travers le monde. Un rapport officiel relayé par Slate a mis le doigt sur plusieurs dérives dans l'utilisation de ces fonds, et notamment en Afghanistan. Voici l'exemple le plus flagrant. Dans le nord du pays, une station-service qui délivre du gaz naturel a coûté 43 millions de dollars, alors qu'au Pakistan, la même station a été construite pour seulement 500 000 dollars. C'est 86 fois moins. Selon ce même rapport, plus d'1 milliard de dollars auraient ainsi pu être économisés ou au moins mieux dépensés. Il faudrait penser un jour à contrôler tout cela. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment, entre autres, sur un pays en pleine mutation, la Birmanie. Et l'info continue, restez avec nous.